Bonjour, je suis Elias Kouki, je suis professeur des universités au Conservatoire national des arts et métiers, CNAP Paris, et notre cours d'aujourd'hui porte sur la VOP, bien la voix sur IP. Le cours commence par un bref descriptif de contexte de l'évolution de la VOP, et par la suite, on va aborder la problématique existante dans le développement de la VOP et les protocoles utilisés largement dans l'industrie de télécommunications et des réseaux de la VOP. Donc, on va aborder RTP, RTCP. Et par la suite, on va aborder la voix sur les modes de commutation par paquet, tels que la voix sur ATM, sur Frémollet, et également l'émulation de circuits SUS pour la voix sur IP. Particulièrement, on va aborder par exemple la voix sur MPLS et sur Ethernet. La VOP a connu des évolutions intéressantes et importantes depuis les années 70. Par exemple, la première application de la VOP a été développée fin des années 80, début des années 90, avec l'invention de l'application Internet Phone de l'entreprise Vocaltech qui a développé la première application installée sur ordinateur et qui permet des communications vocales d'ordinateur à ordinateur. Par la suite, cette application a également été installée sur les équipements mobiles cellulaires et également l'entreprise Vocaltech a lancé toute une plateforme commerciale de développement de la voix sur IP sur Internet pour passer des appels via sa plateforme. Par la suite, plusieurs entreprises se sont lancées également dans le marché de la VOP et pour développer la technologie VOP pour transmettre de la voix sur Internet. On peut parler de l'exemple de Skype qui a développé son application en 2023 qui a révolutionné le système téléphonique VOP. Par la suite, plusieurs entreprises se sont lancées dans le développement de la VOP et je dirais que les facteurs qui ont permis la révolution de la VOP, ce sont de deux types. Il y a déjà les codecs qui ont été perfectionnés. Là, on parle par exemple de codec G729, G712, etc. Ces codecs perfectionnés ont permis de réduire la bande passante utilisée généralement pour faire passer des appels. Et ces codecs ont permis également l'amélioration de la qualité globale des appels de la voix sur Internet. Le deuxième facteur qui a aidé à la révolution de la VOP dans les années 2000, c'est la disponibilité de l'Internet de haut débit. Et cette disponibilité a permis d'offrir la qualité de service aux applications de la voix sur IP et également une bonne disponibilité de services pour ces flux temps réel. Vers les années 2010, les systèmes VOP ont commencé également à proposer des intégrations sur des plateformes d'entreprises également largement répandues sur Internet. On parle par exemple d'innovation d'applications professionnelles, donc à usage professionnel, industriel, tel que le développement de Cisco WebEx, WhatsApp, MS Teams, Zoom, etc. Donc, toutes ces applications ont permis d'ouvrir de nouvelles perspectives à l'utilisation de la VOP sur Internet. Il y a également tout un travail de réglementation, de contrôle réalisé par les organismes de standardisation, mais aussi par les gouvernements afin
de mieux protéger la vie privée, la privacy des appels sur les applications de la VoP. Donc voici un petit exemple d'évolution du marché économique de la VoP aux États-Unis. Donc que ce soit sur les appels internationaux, bien sûr les appels domestiques aux États-Unis. Donc on parle vraiment d'un marché de services de la VoP très très important. Hein. Donc ça c'est une perspective d'évolution d'appels réalisée par Market US. Et on voit que le marché économique est colossal, que ce soit pour les appels nationaux ou bien les appels internationaux aux États-Unis. Cette figure montre également la répartition des services de la VoP aux États-Unis et leur marché. Donc on voit que le marché le plus important de la VoP en ce moment, c'est les communications computer to computer, donc d'ordinateur à ordinateur. Et le deuxième marché le plus important, c'est de computer, de l'ordinateur vers les téléphones. Et après, donc, de téléphone à téléphone. Voilà, donc on voit que l'ensemble de ces trois services constitue également un marché très très important aux États-Unis avec une évolution d'environ 15,8% chaque année. Les avantages d'utilisation de la VoP sont très nombreux, que ce soit à l'échelle personnelle ou à l'échelle d'entreprise professionnelle. Donc on parle des avantages importants tels que l'amélioration de la qualité des communications, le coût économique également optimisé par l'utilisation de ces plateformes, et également une meilleure qualité de service, aussi avec également des services à distance tels que la visioconférence, l'enseignement à distance, la translation des services, la transcription automatique, etc., etc. On va passer maintenant à la problématique. La problématique, généralement, dans le développement de la VoP sur les réseaux Internet, sur les réseaux IP, provient principalement des caractéristiques du protocole IP qui est largement répandu sur Internet. En effet, le IP natif n'est pas adapté aux services temps réel, hein, tels que la voix, la visioconférence, etc. Car IP a été développé uniquement pour assurer un service qu'on appelle best effort, donc, et qui n'est pas performant pour les applications multimédia. IP en plus ne garantit pas de qualité meilleure d'acheminement et n'est pas adapté aux applications en temps réel. Et également, IP ne peut pas assurer la signalisation de la voix sur IP sur Internet. Donc, d'où l'importance de développement des protocoles qui permettent de véhiculer la voix sur IP et de façon générale de véhiculer les applications à temps réel sur Internet. Ces protocoles doivent également traiter la signalisation d'appels sur Internet, car l'Internet natif ne permet pas d'assurer l'envoi de la signalisation des applications temps réel. D'autant plus que l'existence des réseaux hétérogènes sur Internet, hein, donc le passage par exemple d'un réseau IP vers un réseau ATM, d'un réseau IP vers un réseau frame relais, d'un réseau PLS vers un réseau IP ou ATM, etc. Donc complique davantage l'envoi de trafic temps réel.
étant donné les contraintes majeures du trafic temps réel sur Internet, on parle des délais très très optimisés hein, qui doivent être assurés, d'une bonne bande passante également, qui doit être garantie pour envoyer et acheminer le trafic temps réel de la vidéo, etc. Donc, l'existence de ces réseaux hétérogènes et la nécessité de passer à chaque fois par exemple, par des passerelles pour la conversion de format. Donc, tout cela ajoute des délais supplémentaires et nécessite également une bande passante additionnelle, ce qui complique davantage le développement et le déploiement à grande échelle des applications de la VoP sur Internet. Généralement, les applications de la voix utilisent des codecs différents, donc dépendamment des applications de la voix, de la vidéo également. Donc, sur ce schéma-là, je montre quelques exemples d'utilisation des codecs, que ce soit sur des technologies UP, donc RTP, UDP, IP, etc. Bien sûr, les technologies ATM, mais également des codecs implémentés sur des applications de la voix classique, donc par PABX, etc. Voilà. On va passer maintenant aux applications de la VoP, particulièrement en termes protocolaires. Donc on va parler des protocoles RTP et RTCP qui sont utilisés pour acheminer la voix sur IP sur Internet. Principalement, on va détailler le protocole RTP, le protocole RTCP, et on va parler également de protocole stack de la VoP sur Internet et les options de transport. Donc, on sait très bien que le protocole TCP au niveau de la couche transport n'est pas adapté aux applications en temps réel, vu l'ensemble des services qu'il permet, mais également vu la lenteur de ce protocole pour réaliser les applications et le transfert temps réel. Par ailleurs, UDP n'est pas fiable, il est utilisé en mode non connecté. Donc, d'où la nécessité de discriminer les services applicatifs par un numéro particulier également, et par aussi par un horodatage des paquets générés par les terminaux. Donc, il est important de développer un nouveau protocole qui permet d'acheminer les applications en temps réel et qui peut être utilisé également avec la pile protocolaire existante, donc particulièrement avec UDP et non pas avec TCP. Ce protocole RTP doit prendre en compte également les problèmes de la traversée des équipements, que ce soit au niveau d'accès, également au niveau du cœur de l'Internet. Le protocole qui a été développé par l'IETF justement pour remédier à ces problèmes, c'est le protocole RTP. RTP, c'est Real Time Protocol qui a été développé par l'IETF dans la RFC 3550 et qui permet de transporter les flux temps réel isochrones, donc à forte contrainte temps réel également, que ce soit en mode unicast ou bien en mode multicast. RTP généralement fonctionne sur la couche application, donc juste au-dessous de l'usage des codecs, et par la suite RTP est transporté donc sur des segments UDP et sur des paquets IP. RTP généralement fonctionne toujours en parallèle avec un autre protocole qui s'appelle RTCP, donc Real Time Control Protocol, qui a été développé également par les UTF, qui a été standardisé par les UTF, et qui permet de contrôle des flux temps réel de bout en bout, et qui donne aussi des statistiques sur la mesure de la QS de bout en bout, par exemple sur le délai d'acheminement actuel, sur le taux de perte, etc.
Donc RTP opère généralement sur le plan de données pour envoyer les paquets temps réel et RTCP opère sur le plan de contrôle et qui permet de contrôler les flux temps réel. Donc RTP et RTCP ensemble traitent des sessions multimédia temps réel, donc la voix, la visioconférence, la vidéoconférence, etc. Donc une session vidéoconférence correspond à une session RTP audio plus une session RTP vidéo. D'accord? Donc dans une vidéoconférence, on trouve deux flux RTP. Un flux RTP qui véhicule les paquets de la voix audio et une autre session RTP qui véhicule les paquets de la vidéo. Et pour chaque flux média, donc audio bien vidéo, est associé à un flux RTCP. Dans le cas des sessions téléphoniques unicast, donc on parle de deux flux RTP monodirectionnels, donc dans chaque sens, et aussi un RTCP, un flux RTCP associé dans chaque sens. Généralement, on utilise deux ports UDP de chaque côté, donc un pour RTP et un port au niveau des terminaux pour le protocole RTCP. De façon générale, architecturale de protocole RTP-RTCP, donc RTP permet d'identifier le numéro du paquet transporté, permet de rajouter également de l'horodatage, ou bien des marqueurs temporels, et permet aussi de rajouter des numéros de séquence des paquets transportés, et cela permet un bon contrôle à l'arrivée côté destination. Par contre, RTP ne permet pas de réserver des ressources. RTP n'est pas un protocole de réservation de qualité de service, n'est pas un protocole également d'assurance et de garantie de qualité de service. RTP est un protocole de transport des flux temps réel, multimédia, et non pas de la QoS. Et le contrôle de la QoS, généralement, est assuré par RTCP dans ce contexte-là. Donc RTCP permet de donner des informations, des statistiques aussi sur l'utilisation d'une session, donc en termes de taux de perte, en termes de délai et d'autres mesures de la qualité de service. Dans RTP, on parle également de l'horodatage, ou bien de marquage temporel. Ce marquage est généralement soit réalisé par le terminal d'utilisateur, donc le end terminal, ou bien également par un équipement qui s'appelle mixeur, qui permet d'assurer le marquage temporel. Donc un mixeur, généralement, est un équipement qui reçoit des paquets de plusieurs sources, hein, donc on parle par exemple des caméras, etc., etc. Et le mixeur peut changer le format de ces données, il permet de combiner également plusieurs paquets RTCP et d'envoyer un paquet RTP en sortie de mixeur vers le réseau de sortie. Le mixeur également peut réaliser des ajustements temporels sur des paquets reçus et la référence de l'horodatage dans ce cas-là du mixeur devient la référence principale temporelle des paquets de RTP de sortie. Généralement, les sources qui contribuent au flux temps réel reçu par le mixeur s'appellent des CSRC, donc c'est des sources contributives aux applications en temps réel, alors que le mixeur est la source de synchronisation, elle s'appelle SSRC, donc c'est la source de synchronisation pour les applications temps réel utilisées par le protocole RTP. Donc l'entête RTP permet à l'équipement mixeur d'indiquer l'identité des sources contributives, les CSRC, et qui ont contribué
à la réalisation des flux temps réel. Généralement, l'identifiant SRC s'étale sur un mot de 32 bits qui est choisi aléatoirement, de façon random. Et l'identifiant SRC, donc de la source, non pas de la source contributive, mais on parle de mixeur, donc reste constant pendant toute la session. Voici l'exemple d'un paquet RTP et l'entête du paquet RTP. Donc dans le champ CC, on parle des sources contributives, hein, donc, et le champ PT, donc c'est le champ payload type, donc qui indique le type de la charge utile. Donc en l'occurrence ici, on parle par exemple de l'application de la voix, de la vidéo, etc. On parle de SN, donc c'est le numéro de séquence qui est donné par le protocole RTP, qui est généralement initialisé de façon aléatoire, qui est incrémenté de 1 à chaque paquet. On parle également de l'horodatage, donc de l'horloge RTP. Et aussi, on parle des sources, de la source de synchronisation SRC et aussi les identifiants des sources contributives CSRC. Donc, dans le protocole de RTP, on parle de deux modes d'horodatage, généralement pour les applications de la voix sur IP. Donc, on parle soit de l'horloge NTP ou bien de l'horloge RTP. L'horloge NTP, c'est l'horloge standardisée par l'UTF dans la RFC 1305, donc qui s'appelle Network Time Protocol, et qui représente le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1900. Donc il existe deux versions pour ces horloges, donc la version 64 bits et la version 32 bits. Et dans chaque version, il existe la première partie qui s'appelle la partie entière, qui assure un cycle complet de 2 à la puissance 32 bits. Donc dans la version, dans la première version, donc 64 bits. Et aussi la partie fractionnaire, qui représente la résolution théorique, donc de 2 à la puissance 32 secondes, des nanosecondes. Et donc ça, c'est le premier horodatage possible par les applications de la VOP. Donc on parle de l'horloge NTP. Et le deuxième horodatage possible, c'est l'horloge RTP. Donc c'est le marqueur temporel sur 32 bits qui dépend généralement de la fréquence d'échantillonnage exploité par les codecs, qui dépend aussi du format transporté. Alors donc là, je donne quelques exemples. Donc pour une application audio qui traite par exemple des blocs de 160 périodes d'échantillonnage, donc c'est l'équivalent de 20 millisecondes. Donc le marqueur temporel, le horodatage ici est incrémenté de 160 à chaque bloc traité. Donc là, vraiment, on parle d'horodatage RTP en fonction de la fréquence d'échantillonnage réalisée par le codec. En ce qui concerne RTCP, RTCP est un protocole de contrôle des applications en temps réel et qui permet de contrôler les participants d'une session en temps réel. Donc, il est généralement utilisé au niveau applicatif, comme le protocole RTP, et qui permet de superviser des paquets RTP et aussi de donner des mesures de qualité de service, par exemple en termes de délai, en termes de taux de perte également. Et RTCP peut aussi gérer les arrivées et les départs des sessions, donc via des paquets spécifiques RTCP qu'on appelle SDES et paquets BY. Et en outre, RTCP permet également de transporter des données de contrôle des sessions, principalement via les paquets RTCP SR, Source Air and Receiver Air. Voici les 5 types des
paquet RTCP, donc il y a le SR, donc Sender Report, pour donner des statistiques d'émission et de réception concernant les participants émetteurs actifs. RR, donc Receiver Report, c'est pour donner des statistiques sur les récepteurs actifs. Donc, généralement, ce paquet n'est pas utilisé en téléphonie, mais utilisé dans d'autres applications de la VoP, donc la visioconférence, etc. Donc, il y a également le protocole SDES, Source Description, qui permet de décrire une source pour rejoindre une session, le paquet BY pour quitter une session, et le paquet APP pour des applications spécifiques. Voici l'exemple d'un paquet RTCP SR, Sender Report. Donc, voilà, le paquet SR comprend une ligne de 32 bits d'identification, qui est l'entête, puis après suivi d'un bloc de contrôle contenant les données envoyées par l'émetteur. Généralement, on parle de 6 mots de 32 bits et qui donnent des informations de contrôle sur les données reçues qu'il existe sur une session temps réel. Donc l'identifiant PT, donc c'est pour sender report, c'est égal à 200. Voici l'exemple d'un paquet RTCP de type Receiver Report. Et pareil, donc on parle de l'entête et après d'un ensemble de mots pour le rapport de contrôle envoyé par le récepteur. Donc la valeur PT ici pour le paquet RTCP-RR est égale à 201. Voici un exemple de description des sessions de paquet qui s'appelle SDES. Donc, c'est un paquet qui permet de décrire la session canonique et les participants, bien, le participant à telle session. Donc, on donne généralement le nom d'utilisateur à cette session, donc affiché avec le nom. On parle aussi d'autres informations, telles que le mail, l'adresse mail, le téléphone, la localisation géographique se forme de chaînes de caractères et d'autres informations qu'on peut rajouter dans la description de la session. Voilà, donc généralement on peut utiliser ce paquet pour décrire les participants à une session audio ou bien vidéo. Voici l'exemple d'un paquet pour quitter la session. Donc on envoie un paquet qui s'appelle paquet BY et dont le champ PT est égal à 203. Donc ce paquet RTCP est envoyé généralement lorsqu'on quitte la session, que ce soit côté émetteur ou bien côté récepteur. Généralement, les paquets RTCP sont envoyés d'une façon combinée. Par exemple, on peut envoyer un paquet Receiver Report plus un paquet SDES, donc qui décrit la session. Donc, dedans, on met le nom canonique, le téléphone, la localisation géographique, etc. Et aussi, on met le paquet BY pour quitter la session. Donc, on peut utiliser des paquets RTCP composés dans un même paquet, dans une même charge utile, payload utile, dans UDP. Et par la suite, on rajoute l'entête UDP au paquet RTCP et l'envoyer sur IP. Donc, voilà, le paquet BY ici, c'est pour quitter la session. Généralement, c'est le dernier paquet envoyé dans une session multimédia. On peut ajouter aussi le paquet RR qui doit être
mise à la tête de paquets composés RTCP quand il n'y a pas de données de référence. Et donc, on ajoute également des paquets RTCP de type SDES pour décrire la session. Donc, généralement, les paquets RTCP sont envoyés chaque 5 secondes. Donc, ça, c'est la valeur recommandée. Et pareil, dans la RFC 3550 de l'UETF, on recommande un taux de bande passante dédié au paquet RTCP de 5%, donc ne pas dépasser 5% de la bande passante globale donnée pour RTP. Et donc, que ce soit pour les applications, surtout de point à point de la téléphonie, la valeur recommandée généralement est de 360 divisé par la bande passante de la session. Hein. Par exemple, si on part du bande passante de 60 kbps par seconde, donc on met 360 divisé par 60 kbps par seconde. Généralement, cette valeur est inférieure à 5 secondes. Donc ça, c'est le taux d'envoyer les paquets de RTCP dans une session multimédia de la VOP. Donc voici ici l'exemple des rapports envoyés dans les paquets RTCP, donc les paquets de contrôle pour donner des statistiques sur le taux de perte, sur le délai de bout en bout, etc., etc. Donc on voit qu'il y a ces 6 mots de 32 bits, des données de limiteur. Et on voit également le compteur des paquets de limiteurs. Donc ce compteur, généralement, est réalisé depuis le début de la session jusqu'à le paquet SR courant qui doit être généré par RTCP. On utilise également l'horloge NTP, l'horloge RTP, donc les deux modes d'horloge qu'on a décrits précédemment. Voici un exemple également d'un paquet RTCP pour le contrôle des données reçues. Hein, donc, pareil, on envoie dans ce paquet RTCP, donc dans ce rapport de contrôle, des informations sur la gigue, donc sur la variation dans le délai de réception des paquets RTP. On inclut dedans également des informations sur l'horodatage des informations envoyées et également sur la fraction des paquets RTP perdus depuis le dernier SR ou bien RR envoyé. Donc, généralement, il existe 3 types de paquets SR ou bien RR, donc en termes de rapport de contrôle utilisé dans RTCP, donc 3 types d'infos, de données. Donc, on parle des références temporelles, donc à inclure dans SR ou bien dans RR, donc c'est les informations sur l'horodatage RTP et NTP. On parle également des variables cumulatifs, hein, donc le nombre cumulé de paquets perdus, les meilleures séquences sur reçu d'un paquet RTP, le compteur des paquets et des informations sur la gigue. Donc ça, ce sont des variables cumulatives. Hein. On parle également des variables différentielles. Donc, par exemple, on parle de la fraction des paquets perdus, fraction des paquets reçus, etc. Donc, tout ça sont des informations, les types de données qu'on peut avoir dans les paquets RTCP, SR ou bien SR. Donc, dans le cas de la téléphonie, comme cas particulier d'usage de RTP et RTCP, donc les sessions de la téléphonie, généralement, sont des sessions qui sont restreintes en mode unicast, donc sans mixeur. On n'a pas de mixeur de la voix. Et généralement, tous les participants sont des émetteurs actifs. Donc, voilà, on envoie les paquets RTCP de type SR, Sender Report.
Et dans les paquets sender report, ces paquets généralement sont encapsulés dans le protocole UDP, dans des segments UTP, puis après sont envoyés sur le protocole IP. Donc, généralement, on inclut le paquet SR, sender report, avec un paquet de description de session SDES qui décrivent les deux participants, donc le limiteur actif A et le récepteur actif B. Et dedans, on met également des informations sur le taux de paquets perdus, le nombre de paquets reçus, la gig, le numéro de paquet RTP le plus élevé reçu, etc. Donc tout ça sont des informations à inclure dans le Sender Report RTCP encapsulé dans le segment UDP. Donc il faut savoir que le protocole RTP est un protocole de transmission de trafic temps réel qui est perfectionné donc, en termes de qualité vocale. Cependant, RTP ne garantit pas de qualité de service. Hein. Donc, il est toujours nécessaire d'utiliser un protocole de contrôle des sessions multimédia lorsqu'on on exploite RTP. Lorsqu'on utilise RTP, il faut utiliser un protocole qui marche avec, tel que le protocole RTCP qui permet de vérifier la QoS hein, dans une session multimédia. RTP n'offre pas de mécanisme de récupération de données, ne permet pas également de réserver les ressources, hein, ni de contrôler les sessions multimédia. Tout le contrôle est réalisé par le protocole RTCP. Donc, concernant les possibilités de transport de protocole RTP, donc on parle des paramètres RTP pour la voix. Hein, donc, généralement, on utilise le Sender Report dans les applications de la téléphonie. On parle de mode unicast, généralement utilisé. On parle aussi des tailles de paquets de la voix de 20 millisecondes. Hein, donc, ça, c'est la taille le plus souvent utilisée pour les applications de la VoP de type téléphonie. On parle également des entêtes de 40 octets. Donc, il est possible d'optimiser les entêtes de contrôle. Donc, il existe plusieurs RFC développés par l'EUTF qui décrivent la façon comment compresser les informations de contrôle au niveau des entêtes. Donc, voici l'exemple d'une possibilité de compression et un schéma d'utilisation des entêtes RTP. Donc, sur ce schéma-là, donc on voit le payload, bien la charge utile de la voix sur IP. À cela, on rajoute 2 octets de l'entête RTP, 8 octets de l'entête UDP, 20 octets de l'entête IP. Donc, si on envoie ça, par exemple, sur Ethernet ou bien sur Frabelay, on rajoute également l'entête nécessaire pour Ethernet. Donc, il est possible de compresser, donc suivant des méthodes particulières de compression, recommandées par les standards, etc., de compresser ces entêtes d'aller de 40 octets jusqu'à 2 octets. Pourquoi 40 octets? Parce qu'en fait, si on a l'entête IP de 20 octets plus 8 octets de UDP plus 12 octets de RTP, donc là, on a déjà 40 octets. Et suivant le standard, donc il est possible effectivement de compresser ces entêtes d'aller de 40 jusqu'à 2 octets. En exploitant donc les informations qui ne changent pas, qu'on appelle des informations d'ordre zéro, telles que par exemple les adresses IP sources, les adresses IP destination, etc. Donc, pas besoin d'envoyer à chaque fois ces informations qui ne changent pas dans tous les paquets RTP. Et parfois, on peut utiliser également des informations avec un changement de premier ordre, tel que numéro de séquence. Donc, on n'a pas besoin de codifier à chaque fois les numéros de séquence,
mais on codifie uniquement la différence en termes de numéro de séquence. Il y a également des informations de second ordre, etc. Donc, tout ça sont des possibilités de compression sur des en-têtes. Et voilà, il existe également le standard Compression RTP, CRTP décrit par l'UTF, donc dans la RFC 2508, et qui décrit la façon de compresser les en-têtes et les champs de contrôle sur des liaisons IP. Une autre fonctionnalité intéressante dans les applications aussi de la VOP, c'est la possibilité d'éliminer les moments de silence. Donc on sait que parfois dans certaines sessions multimédia, euh, la période de silence peut aller jusqu'à 30%, jusqu'à 40%, voire plus que ça. Et il est intéressant parfois donc de réduire ces périodes de silence dans une session multimédia et ne pas envoyer l'ensemble des paquets du silence. Cela permet de réduire, d'optimiser, de mieux utiliser la bande passante, notamment sur des gateways, etc. Donc, par exemple, sur les gateways, au lieu d'envoyer les paquets de silence, ben, la passerelle peut insérer les paquets de la voix des autres voies. Donc, cela permet de gagner en termes de bande passante. Voilà, donc il y a des techniques qui permettent justement d'assurer cette fonction VAD qu'on appelle Voice Activity Detection et qui ont été standardisées par l'UTF et également il y a pas mal d'applications industrielles dans ce sens-là. Donc voici quelques exemples de- d'usage efficace des codecs, donc avec l'application de la compression et aussi avec l'application des fonctions de VAD, Voice Activity Detection. Donc sur par exemple le codec J711 avec l'application de la compression CRTP, hein, Compression RTP plus la fonction de VAD. Donc on peut aller jusqu'à une optimisation jusqu'à 43 kilobits par seconde. Donc on peut passer de 64 kbs, kilobits par seconde, à 43 kbs, kilobits par seconde. Et pareil, donc là on voit les différentes possibilités d'optimisation de la bande passante sur les différents codecs. Donc, par exemple, sur un codec de G729, hein, donc, on peut aller de 40 kilobits, voilà, bien plutôt de 35 kilobits par seconde jusqu'à 13 kilobits par seconde avec l'application de Voice Activity Detection et la compression des en-têtes de contrôle sur la pile protocolaire RTP, UDP, IP. Donc, il faut savoir que dans les applications de la VOP, de la virtual IP, de façon générale, il existe des problèmes qui aggravent l'envoi de trafic temps réel, notamment sur des passerelles, bien sûr les routeurs, tels que le multiplexage de la voix et les données sur des routeurs intermédiaires. Donc, il existe ce problème déjà de délai d'insertion, notamment dans les routeurs, et aussi d'autres problèmes tels que le temps nécessaire pour réaliser la fragmentation. Parce que si un paquet de la voix arrive quelques microsecondes à routeur après la réception d'un paquet de données, la seule solution possible, c'est de faire de la fragmentation pour le paquet de données, donc de traiter uniquement le premier bout de paquet de données, puis après, on passe à l'envoi de l'ensemble des paquets de la voix reçus entre temps, et par la suite, on revient vers les autres fragments du paquet de données. Donc,
Cela rajoute un délai supplémentaire au traitement de la voix, etc. Donc voici l'exemple de la fragmentation dont on a parlé lorsqu'on a un paquet de données, par exemple de 1500 octets Ethernet, hein, reçu sur un routeur avec un paquet de 60 octets de la voix. Hein. Donc si le routeur reçoit d'abord le paquet de données, hein, donc la meilleure façon, donc, c'est de réaliser de la fragmentation sur ce paquet de données, et de ne traiter que le premier bout, puis après passer vers le paquet de la voix. On traite l'ensemble des paquets de la voix, puis après on revient vers les autres fragments. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le problème de la fragmentation sur les passerelles, bien sûr les routeurs. Donc, on passe maintenant à d'autres applications de la voix sur Internet, hein, on, on voit principalement la voix sur frame relay, la voix sur ATM. Donc, frame relay est une technologie qui est utilisée pour assurer, entre autres, par exemple, l'interconnexion des PABX et qui assure un mode de transfert selon des circuits virtuels. Donc, nativement, Frame Relay ne garantit pas de qualité de service, mais les versions qui ont été développées par la suite, hein, notamment la version Frame Relay.11 développée par le forum Frame Relay, a permis de rajouter la possibilité d'envoyer la voix sur Frame Relay et donc d'encapsuler plusieurs blocs réalisés bien générés par les codecs, de les envoyer ensemble sur une même trame Frame Relay. Donc à partir de la version .11 de Frame Relay, il était possible d'envoyer la voix sur cette technologie-là. Et pareil, il était possible également de rajouter l'option de la fragmentation, qui est une option très intéressante dans les applications temps réel. Et ça a été ajouté depuis la version FrameRelay.12. Donc, cette version a permis d'améliorer l'usage de la VOP, d'envoyer la voix d'une façon générale sur la technologie FrameRelay, notamment avec la possibilité de la fragmentation des paquets des données afin de garantir une meilleure priorisation pour les paquets de la voix. En ce qui concerne le transfert de la voix sur la technologie ATM, donc il y a deux possibilités. Donc, soit envoyer la voix sur le service AL1, donc on parle de Voice over ATM Adaptation Layer 1, ou bien d'envoyer la voix sur ATM Adaptation Layer 2, donc on parle de service VOAL2. Il faut savoir que la technologie ATM est une technologie qui permet d'envoyer les services, d'acheminer, de faire véhiculer les services temps réel, isochrones, multimédia. Et c'est une technologie qui est sur trois couches. Donc on parle de la couche ATM Adaptation Layer, qui est composée de deux sous-couches, CS Convergence Sublayer, et la sous-couche Segmentation and Reassembly SAR. Donc ça, c'est la couche 3, puis après la couche 2, ATM et la couche physique. Il existe plutôt 5 grands services possibles sur la technologie ATM. Deux services parmi ces 5 services sont utilisés pour l'envoi de trafic temps réel. Le premier service, c'est le AL1, donc ATM Adaptation Layer 1, qui est généralement utilisé pour les flux isochrones temps réel, caractérisé par un trafic, bien par un débit constant, qu'on appelle CBR, Constant Bit Rate CBR. Donc, c'est le débit constant pour certains types d'applications isochrones qui sont sensibles au délai et aussi à la réservation des ressources, etc. Donc, le meilleur service utilisé pour les applications isochrones de type CBR, c'est le service AL1. Par contre, pour les flux
temps réel issus des codecs hétérogènes, donc qui sont variables en termes de débit. Donc le meilleur service adapté pour ce type d'application multimédia, c'est le service AL2. D'accord? Donc le AL2 est adapté pour les flux qu'on appelle RT-VBR, Real Time Variable Bitrate, hein, et qui sont donc le service AL2 est adapté pour ce genre d'application. En ce qui concerne le transport des données informatiques non sensibles ou bien sensibles à certaines erreurs, le meilleur service utilisé, c'est le service AL5. Voici l'exemple d'usage de service ATM Adaptation Layer 1 pour le trafic CBR, donc Constant Bitrate. Donc, on envoie le trafic CBR depuis limiteur jusqu'à récepteur en passant par la couche ATM Adaptation Layer et généralement la PDU, donc la taille de la trame de la charge utile est de 48 octets. Et on envoie ça sur la technologie ATM, donc qui accepte des cellules de 53 octets. Voilà, donc on envoie ça depuis limiteur, donc en passant par la sous-couche enfin la couche AL, et après la couche ATM et la couche physique. Donc en ce qui concerne le AL2, donc c'est un service qui permet d'acheminer, de transporter les sessions multimédia de type Variable Bitrate, donc qui sont issues généralement des codecs hétérogènes. Et aussi, une autre caractéristique de AL2, c'est qu'elle utilise des paquets très courts, bien parfois aussi qui ont des contraintes temps réel variables. Le service AL2 est utilisé aussi pour interconnecter les PABX et aussi pour assurer la voie sur la technologie ADSL. Donc voici aussi sur ce schéma l'exemple d'acheminer les paquets, bien les segments AL dans la technologie ATM. Donc on génère des blocs de 45 octets, puis après on rajoute 3 octets, et donc on se retrouve avec 48 octets, donc sur la sous-couche SAR de la couche ATM Adaptation Layer, et une fois le segment AL arrive à la couche ATM, on rajoute 3 octets, donc pour générer des cellules 53 octets. Donc juste pour rappel, la technologie ATM utilise des cellules de petite taille hein, qui ont une taille de 53 octets. La technologie ATM ne peut pas envoyer des cellules au-delà de 53 octets sur les réseaux. Donc voici l'exemple d'usage de la voie sur ATM Adaptation Layer 2, hein, donc, pour acheminer des cellules via la technologie ADSL. Donc, on voit les équipements nécessaires de la technologie ADSL tels que les CP et aussi les DSLAM et comment acheminer la voie ATM sur la technologie ADSL. Donc, ce mode de transfert a fait l'objet d'une recommandation par les organismes de standardisation. On passe maintenant au dernier chapitre de notre cours de la voie sur IP, qui est l'usage d'émulation de circuits CES sur des technologies de type MPLS, ATM, Ethernet, etc. Donc la technologie d'émulation de circuits qu'on appelle aussi CES pour la voix
a été implémenté par plusieurs technologies. Donc, par exemple, si on parle de la technologie ATM, le CES, l'émulation de circuit, est implémenté sur ATM, hein, sur des périphériques, aussi des périphéries qu'on appelle ATM également, sur des routeurs ATM. Généralement, l'émulation de circuits est utilisée pour assurer la communication entre des équipements de périphérie ATM. Donc, par exemple, ici, on parle des commutateurs Cisco, des équipements catalystes MSR ATM, etc. Ou via des liaisons ATM ascendantes avec des périphéries, des équipements de téléphonie non ATM. D'accord? Donc, lorsqu'on veut passer d'une communication entre des équipements ATM et des équipements de téléphonie non ATM, donc là, on peut utiliser le mode d'émulation de circuit qu'on appelle CES. Voici l'exemple de deux applications Cisco d'utilisation d'émulation de circuit CES sur la voie. Donc, dans la première, c'est l'extension d'un réseau téléphonique privé sur plusieurs campus. Donc, on voit l'usage de la technologie ATM Cloud et sa communication avec des équipements non ATM, donc en passant par exemple vers des PABX, ou bien en passant via d'autres équipements. Dans l'application 2, c'est l'usage de la visioconférence sur la visioconférence Cisco sur plusieurs sites. Et là, pareil, donc on peut utiliser le mode émulation de circuit pour envoyer bien pour acheminer la visioconférence, des sessions multimédia sur des équipements ATM vers des réseaux non ATM. Donc, il existe plusieurs applications possibles pour le CES, pour l'émulation du circuit de la voix, hein, donc, tels que, par exemple, le transport des flux mobiles 3GPP sur IP, également l'interconnectivité des Mobile Switching Centers, donc utilisés généralement dans la téléphonie cellulaire mobile, et aussi pour assurer la signalisation de SS7, donc, qui est largement utilisé dans les systèmes de la téléphonie classique, sur IP, sur un PLS, etc. Donc, ici, je donne deux exemples simplistes que j'ai pris de Cisco. Donc, le premier, c'est le transport des flux TDM temps réel issus des applications téléphoniques classiques sur des commutateurs ATM et pour l'envoyer sur un cœur de réseau à un PLS via l'utilisation des des équipements spécifiques. Et pareil, donc le deuxième aussi scénario, c'est l'utilisation de trafic ATM sur la technologie PLS et par la suite d'envoyer ces flux sur Internet. Donc, généralement, dans la technologie émulation de circuit CES, on parle de plusieurs possibilités, hein. Donc, on parle de la possibilité d'usage d'ATM, de IP à PLS, aussi de Ethernet. Il existe généralement deux modes d'émulation de circuit CES. Soit on envoie les flux TDM, donc les flux générés par les multiplexeurs E1, T1, etc., via le mode non structuré. Et là, donc, on prend la trame complète issue de TDM et on envoie ça sur des trames de sortie. Ou bien on utilise le mode structuré. Et là, donc, on distingue entre le flux temps réel lui-même sur des PDU de 1 fois 64 kilobits par seconde et de distinguer ça par rapport au flux de signalisation.
Donc en fait, dans le mode non structuré, tout simplement, on encapsule les trames TDM complètes issues des circuits, signalisation, etc. On envoie ça sur euh, une trame de sortie complète, alors que dans le mode structuré, on distingue entre la signalisation et le flux temps réel. Donc, je donne quelques exemples d'usage d'émulation de la technologie, émulation de circuits, par exemple sur AL1, donc ATM Adaptation Layer 1, le service non structuré. Donc, on voit ici le schéma d'un réseau ATM non structuré. Lorsqu'on envoie des flux issus des PABX, des entreprises, via la technologie ATM, donc on fait de l'émulation de circuits. Donc, d'accord, donc on passe par, on reçoit des flux TDM du type, par exemple, E1, T1, etc., des PABX, et après on envoie ça sur des équipements ATM spécifiques qu'on appelle IWF. Et donc voici l'usage de mode non structuré. Donc on prend la trame entière issue des TDM et on envoie ça directement sur des cellules ATM. Donc on prend les 32 octets et on les met directement dans une cellule ATM. Et après, voilà, on continue avec les autres trames TDM, etc. Donc à chaque fois, on remplit l'équivalent de 47 octets et on rajoute un octet de pointeur qu'on appelle STF, d'accord? Donc, pour arriver à une taille de 48 octets. Donc ça, c'est l'usage de mode en non structuré, hein, sur le service AL1. Et voici l'exemple d'usage de service structuré. Donc là, on distingue la signalisation et le flux temps réel. Donc là, on envoie les TDM reçus, les flux TDM temps réel issus des PABX des entreprises. Hein, on les reçoit sur l'équipement IWF et on applique le mode structuré. Là, on n'envoie que les IT actifs. Donc, au lieu de mettre toute la trame TDM reçue de 32 octets qui contiennent des IT actifs et des octets non actifs, hein, donc ce qu'on fait dans le mode non structuré. Alors, dans le mode structuré, on prend que les octets actifs. D'accord, que les octets actifs, c'est-à-dire là où on a vraiment de flux temps réel, les octets temps réel, on les met dans les cellules ATM. Donc on génère des cellules ATM uniquement, hein, à partir des octets actifs de trafic TDM reçus depuis les PABX vers la technologie ATM. Voici maintenant l'exemple d'usage de la technologie émulation de circuits CES sur IP PLS. Hein, donc pareil, donc là on reçoit les, les flux TDM à partir de Customer Age, donc CE, et on envoie ça vers le PE par le PSN Age de la technologie PLS. Donc ça c'est l'exemple que j'ai pris de Nokia. Et on voit le schéma qui fait usage à des CE de Customer Age, hein, des PABX, des entreprises, etc., qui envoie ça sur des PE, hein, donc de PSN Age. Et dans ce cas-là, on parle par exemple des ATM Age, etc. Et donc, on envoie ça sur le cœur de réseau APLS, sur IP APLS. Et pour cela, on utilise des identifiants des sources qu'on appelle des pseudo-lies. D'accord? Donc, pseudo-wire, ou bien des pseudo-liens, PW. D'accord? PW, c'est pseudo-wire. Donc, c'est tout simplement, c'est l'identifiant des sources
Et ces identifiants des sources sont nécessaires pour assurer la fonction d'encapsulation. Donc, lorsqu'on reçoit les, les, les paquets, par exemple ATM, donc on les met sous forme on les labellise par des PW, par des labels utilisés généralement par la technologie PLS. On envoie ça sur des tunnels qui correspondent à vrai dire à des labels PLS. Les PW sont des identifiants qui correspondent à des sortes de tunnels, des labels PLS. Voilà, donc au sein de l'ETF, l'émulation CES s'inscrit dans les activités du groupe de travail architecture PW3. Donc c'est le groupe de travail au sein de l'ETF qui s'intéresse à l'usage de l'émulation de circuits CES sur donc émulation des services de type par exemple ATM, Ethernet, TDM, Sonnet, etc. À travers des tunnels IP, PLS, etc. Alors, donc tout le groupe de travail PW3 inclut des ingénieurs, des grandes entreprises, Nokia, Cisco, etc. Et avec des académiques au sein de l'EUTF qui développent cette technologie d'émulation de circuits qui est vraiment nécessaire pour passer par exemple d'un réseau euh, TDM ou bien ATM euh, lorsqu'on veut faire passer ces services sur des tunnels de type IP, PLS, etc. Donc, dans le contexte IP et PLS, pareil comme dans le cas de ATM, on a deux sortes voilà, deux modes. Donc, on a le mode structuré qu'on appelle SAT et le mode non structuré, c'est CES. Voici l'exemple d'usage de la technologie euh, CES, donc l'émulation de circuits sur IP et PLS et via le mode non structuré SAT qu'on appelle SAT to MPLS. Donc là, on voit l'acheminement, donc voilà, l'acheminement de la taille utile, de la charge utile euh, qui est envoyée sur le service MPLS. Donc dans le mode structuré et non structuré, l'encapsulation rajoute des champs de contrôle pour gérer par exemple la QS via les marqueurs temporels, etc. Donc via aussi des numéros de séquence. Donc c'est ce qu'on trouve généralement dans l'entête RTP. On trouve des numéros de séquence RTP. On trouve également des informations de marquage temporel RTP. Pareil, dans le mode structuré et non structuré, l'encapsulation ajoute également des champs de contrôle liés à la fragmentation et aussi des labels PW, ainsi que le multiplexage de plusieurs PW sur un même tunnel. Donc, on voit ici dans les SUS sur IP1PLS, donc les deux premières lignes en haut, donc ça c'est le premier, c'est sur le label PLS. Le deuxième, c'est ce qu'on rajoute en mode non structuré. Et après, dans la troisième ligne, on trouve des informations pareilles pour l'encapsulation non structurée. Donc, le numéro de séquence, c'est la même que le numéro de séquence des paquets RTP. Et après, les petits champs, tels que le champ, par exemple, L, lorsque le bit L est à 1, donc là on indique que les données TDM sont invalides. Le champ R, c'est pour dire que voilà, il est mis à 1 quand l'équipement d'interconnexion est en état de perte de paquets. Voilà, donc c'est pour informer la source et la destination qu'il y a des pertes de paquets à tel équipement. Et aussi on utilise par la suite des champs qui sont
qu'on a décrit déjà dans RTP, tel que par exemple le numéro de séquence RTP. Hein, dans ce cas-là, qui est utilisé pour détecter les pertes de paquets, donc il est géré par des pseudo-liens PW. D'accord? Donc, les numéros de séquence RTP, lors d'usage de la technologie émulation de circuits sur un PLS, sont gérés par des liens PW. Et concernant le champ PT et SSRC de RTP, donc généralement, ils sont déterminés dynamiquement hein, entre équipements pendant la phase de démarrage, bien configuration manuelle de la session. Donc ça, c'est juste l'exemple d'usage de service émulation de circuit sur la technologie IP-PLS avec le mode non structuré qu'on appelle SAPLS. Sinon, il existe aussi l'autre mode, c'est l'encapsulation en mode structuré. Et donc là, on voit par exemple, c'est presque la même configuration. Donc pour le champ M et le champ c'est pour la réservation. Donc ça, c'est réservé pour des utilisations futures. Et frag, c'est pour la fragmentation. Donc ces champs-là, ils sont mis à zéro dans le cas du mode structuré sur un PLS. Donc ça, c'est l'exemple d'usage de la technologie émulation de circuit sur IP à PLS avec le mode structuré. Donc voici aussi l'exemple d'usage d'émulation, de la technologie émulation de circuit par Ethernet, donc avec les deux modes non structurés et le mode structuré. À vrai dire, cette technologie a été promue et développée par le forum Metropolitan Internet Forum et dans le contexte de groupe de travail MAN, hein, et qui a été standardisé par le standard MEF 8.0 qui est proche de PW3. Donc il y a, comme dans la technologie émulation de circuits sur IP/PLS, il existe un groupe de travail UTF qui s'appelle PW3. Pareil, donc dans l'émulation de circuits sur la technologie Ethernet, il existe un groupe de travail, un standard qui s'appelle MEF 8.0 qui est travaillé par le Ethernet Forum et qui fait l'usage et la promotion de la technologie émulation de circuits sur Ethernet. Et là, c'est pareil, donc on a des équipements d'extrémité et d'équipements, voilà, des équipements d'extrémité, donc ce sont des consumers et des équipements qui réalisent le travail d'encapsulation. Donc on appelle ici voilà, les CES IWF. Donc ça, c'est juste un schéma de référence développé par le standard MEF pour réaliser l'émulation de circuits sur la technologie MPLS. Donc généralement, dans cette technologie-là, le marquage des pseudo-liens est remplacé par un identifiant de circuits émulés UCID. Donc, dans la technologie IP/PLS, on utilisait des identifiants, voilà, et dans la technologie d'émulation par Ethernet, on utilise plutôt des circuits émulés UCID. Donc, voici l'exemple d'usage de la technologie d'émulation de circuits sur Ethernet. Et pareil, donc, comme dans le cas d'émulation sur IP/PLS, donc on rajoute des lignes de contrôle. Hein, voilà, par exemple, on utilise le CID, donc c'est un champ qui doit être, qui permet de distinguer le flux de données des flux de la signalisation. Et après, on utilise des champs spécifiques, tels que le champ L, par exemple, qui est mise à 1 lorsqu'il n'y a pas de défaut concernant la charge utile. On utilise le champ R qui indique l'état de perte des trames. On utilise le champ M pour indiquer qui est un champ, à vrai dire, réservé qui contient les
des informations sur la signalisation associée circuit, on peut utiliser le champ FRG, donc fragmentation, pour gérer la fragmentation de structures multitrames en plusieurs trames. Voilà, pour dire qu'il s'agit de la première trame, ou bien de la première trame fragmentée, ou bien la trame, le dernier fragment, ou bien il s'agit des fragments intermédiaires, ou bien aussi qu'il s'agit de la première trame, de la trame entière. Voilà, donc généralement, quand la longueur dépasse les 42 octets, alors le champ LNG, ici, le champ LNG qu'on voit dans la deuxième ligne, est mis à zéro. Cela indique la présence de bourrage. Parce que généralement, la trame Ethernet doit au moins doit faire la taille de 64 octets. D'accord? Donc, toutes les trames Ethernet doivent avoir au moins la taille de 64 octets d'après les standards. Et en ce qui concerne la charge utile, généralement, on met des informations sur généralement, ce qu'on met dans la charge utile, c'est qu'on prend directement les blocs E1 ou bien T1, donc ce qu'on a généré par par exemple, par les PABX E1 et T1, et soit on les met directement dans la charge utile, ou bien on combine plusieurs trames E1, par exemple, on peut mettre également directement les trames E3, donc de taille 1024, dans la charge utile d'émulation de circuit sur la technologie Ethernet. Donc, comme dans le cas de l'émulation de circuit sur IP-PLS, donc on a deux usages. Donc, on a soit le mode structuré, le mode non structuré. Donc, pour le mode non structuré, on a vraiment le même usage de la technologie que dans IP-PLS. Et dans le mode structuré, le forum Ethernet a développé deux techniques. Donc, il y a la technique qu'on appelle structure verrouillée. Donc là, on met les octets dans la charge utile. Donc, on met les octets de façon ordonnée. Alors que dans le cas, il y a la structure indiquée. Donc, ça, c'est le deuxième type de structure dans la technologie d'émulation de circuits en mode structuré sur Ethernet. Et donc là, on s'intéresse beaucoup plus au flux binaire. En ce qui concerne la signalisation, donc généralement, elle est associée à un circuit. Donc, on permet d'acheminer les informations liées, par exemple, à la numérotation de destinataires. On peut envoyer également des informations sur l'état des terminaux, etc. Donc, toutes ces informations de la composition de numéro de destinataire, sur l'état des terminaux, etc. Toutes ces informations font partie de la signalisation associée circuit, qui sont généralement acheminées, que ce soit en mode non structuré ou bien en mode structuré. Dans le mode non structuré, la signalisation est envoyée de façon implicite, donc par les flux TDM générés par les PABX, etc. Et dans le mode structuré, on utilise des champs spécifiques, donc tels que le champ ECID qu'on a vu précédemment, et qui permet donc d'acheminer des informations liées à la signalisation. Donc généralement, on envoie les informations, une trame de signalisation, voilà, 3 fois tous les 5 millisecondes. Donc donc ce sont des informations recommandées généralement par les standards. Voilà, en ce qui concerne la QS, donc il est nécessaire d'assurer l'envoi des informations, d'assurer la QS sur la technologie émulation de circuit, donc en respectant les indicateurs de base de la qualité de service, tels que la GIG. Donc il est recommandé d'assurer une GIG qui ne dépasse pas les 10 millisecondes,
aussi un délai de bout en bout qui est vraiment optimisé, par exemple inférieur à 20 à 25 millisecondes. Il est également nécessaire d'assurer une disponibilité de service de la KUS de 99,95%. Donc, cette technologie d'émulation de circuit assure vraiment des meilleurs paramètres de KUS pour les technologies de type par exemple ATM, TDM, SDH, etc. Donc on peut faire de l'envoi des flux issus par ces technologies hein, sur des technologies hétérogènes, donc sur IP, sur APLS, etc., tout en respectant un niveau de qualité de service très performant, très satisfaisant. Voilà, donc on arrive à la fin de ce cours. Donc juste pour rappel, dans ce cours, on a abordé euh, la voie sur IP, donc la technologie utilisée pour transporter les flux temps réel et multimédia sur les réseaux IP. On a parlé particulièrement des protocoles RTP, RTCP. Le protocole RTP est dédié généralement pour transporter les flux temps réel de la voix sur IP. Et RTCP est un protocole de contrôle des flux temps réel, donc qui permet de donner des mesures de qualité de service euh, sur le taux de perte, sur l'état de la gigue, etc., etc. Donc, RTP, RTCP opère sur la couche application et donc qui utilise un protocole de la couche transport. Donc, RTP utilise le protocole UDP, hein, puis après le protocole IP. Et donc, on a une taille d'entête généralement de 40 octets, donc 20 octets pour l'entête IP. Et après, on a aussi on peut utiliser aussi de RTCP sur TCP. Donc, le protocole de contrôle des sessions temps réel ne dépend pas du protocole de transport. Donc, avec RTCP, pour contrôler les sessions multimédia, on peut utiliser soit UDP, soit TCP. Voilà. Après, on a parlé également comment on acheminait la voix sur la technologie ATM. On a parlé des services AL1 pour le trafic CBR, Constant Bitrate, hein, et le service AL2 pour les applications temps réel issues des codecs hétérogènes. Donc, le service AL2 est mieux utilisé pour les applications temps réel caractérisées par des flux variables, par des débits variables. Par la suite, on a parlé de la technologie d'émulation de circuits, qui est une technologie très intéressante pour acheminer, par exemple, des dessins de services TDM issus des PABX, etc., sur la technologie PLS, IP, etc. Donc, on a parlé de plusieurs types d'émulation de circuits. Particulièrement, on a parlé de la technologie d'émulation de circuits ATM, par ATM, et aussi des émulations de technologie de circuits par Ethernet et aussi par IP PLS. Voilà, on a décrit également les différentes contraintes liées à la signalisation sur ces technologies-là d'émulation de circuits et on a démontré que l'usage de la technologie d'émulation de circuits permet d'acheminer le trafic de la voix tout en garantissant un niveau satisfaisant de qualité de service. Généralement, les grands opérateurs tels que Nokia, Cisco, etc., hein, font usage de ces technologies d'émulation de circuits pour transporter des flux temps réel en passant par des technologies hétérogènes, hein, donc
par exemple, des flux mobiles sur une technologie ATM, puis après en passant par un réseau IP, un PLS, via des tunnels, via des labels spécifiques, etc. Donc, voilà, il y a tout un grand travail réalisé aussi par les organismes de standardisation sur tout ce qui concerne l'émulation des circuits. Mais le plus important dans le cours de la voie sur IP, c'est de maîtriser hein, les concepts liés notamment au protocole RTP, au protocole RTCP. Dans un autre contexte, on peut parler aussi de la signalisation sur IP pour les applications temps réel. Et là, on parle du protocole SIP, Session Initiation Protocol, qui doit faire l'objet d'un cours séparé. Voici à la fin donc, quelques références que j'ai utilisées pour monter ce cours lié à la voie sur IP. Merci de votre attention. Je reste à votre disposition si vous avez des questions liées à ce cours qui porte sur l'usage de la voie sur IP et des transports des applications multimédia.